Avant d'entamer la séance, voici quelques rappels et conseils, de manière à ce que votre analyse soit la plus optimale possible. Donc d'abord, je vais parler du guide du CETIM, son exploitation. Je ferai une similitude d'abord entre des flux fluides dans un conduit et les contraintes. Ensuite, je vous signalerai qu'il faut repérer les concentrateurs et faire attention à la présence de plusieurs concentrateurs sur un objet. Et enfin, cela permettra de répondre à une première des questions que normalement vous devez vous poser. C'est où vais-je mettre le concentrateur central? À quelle distance L2 vais-je le mettre? La seconde étape, ce sera, ou le second rappel ou conseil, ce seront sur le maillage. Voyons tout de suite d'abord les contraintes. Alors, sachez que les contraintes, on peut les assimiler à un flux de fluide au travers d'une section. Donc l'exemple de la pièce percée, on peut l'assimiler à un tube par lequel on fait passer un fluide de manière bien répartie au départ. On a glissé un obstacle qui ressemble à notre trou et on voit par les veines de notre flux que notre flux va dévier à l'approche de notre obstacle, mais il va se préparer à sa déviation. Les concentrations de contraintes peuvent être assimilées un petit peu à ces flux. Il suffit simplement, pour savoir quel est le niveau de la contrainte, de regarder l'écart qu'il y a entre deux veines de fluide. Si l'écart est large, nous avons une faible concentration. Si jamais les veines se rapprochent, nous avons une concentration de contrainte plus importante. Donc on imagine simplement que ce sont des efforts qui essayent de se répartir et il est obligé de se concentrer à l'endroit où les sections se réduisent. Donc plus les veines de flux sont rapprochées, plus la contrainte sera élevée. Une bonne illustration d'ailleurs ici, on se rend compte que c'est à l'endroit du trou, au sommet ici et en bas, que les concentrations sont les plus fortes. Okay, et à contrario, on constate que par exemple là, les veines se sont écartées, et puisqu'elles se sont écartées, ça veut dire que la concentration de contrainte est moins importante. La contrainte sera plus faible, et elle pourrait même être négative, c'est-à-dire avoir de la compression, ou de la dépression si on avait de l'air qui circule. Deuxième problème, c'est repérer les concentrateurs sur une pièce. Dès qu'il y a de variation de section, il y a des concentrateurs. Prenons l'exemple de la plaque à 2 épaulements, exercice qui est également proposé dans les notes. Cette plaque, elle aussi, subit un effort ponctuel et elle est également encastrée de l'autre côté. Donc, il y a des similitudes avec ce que vous avez. Si vous allez dans le CETIM, eh bien, avec plaque, épaulement, double épaulement même, il y a moyen de définir un facteur KT qu'on va multiplier à la contrainte qu'on aurait calculée par la simple RM pour obtenir la concentration de contrainte qui pourrait apparaître au droit de la petite section au moment où commence la variation de section. Bien, donc le CETIM peut me faire ça sans aucun problème. Mais dans cet exercice-là, justement, si on est très attentif, on va se rendre compte qu'on n'a pas que 2 épaulements. En réalité, on en a déjà un troisième si je regarde du côté de l'encastrement. L'encastrement peut être assimilé en fait à un épaulement, où vous avez donc la section, petite section qui est en fait la section D de notre plaque, et puis vous avez la section grand D qui est en fait la section infinie de la pièce sur laquelle est encastrée notre plaque. Donc, si on assimile les concentrations de contrainte aux circulations de flux, eh bien, vous allez voir les veines commencer à se préparer, à s'éparpiller au sein de toute la section infinie. Donc, une légère concentration de contrainte, normalement, doit apparaître à l'endroit de l'encastrement. Si on suit le raisonnement jusqu'au bout, allons voir du côté de la force ponctuelle. Du côté de la force ponctuelle, on a aussi affaire en fait à un épaulement, mais un autre type d'épaulement, où on va pour la petite section d'une section nulle à la grande section, qui est une section finie, qui est la section D de la plaque.
Et donc, on peut dire à ce moment-là qu'il y a moyen de connaître la concentration de contrainte maximum, surtout ici c'est très facile à calculer. On sait que la contrainte est calculée en fonction de l'effort divisé par la section. Si la section est nulle, eh bien à ce moment-là, on a une concentration de contrainte ici, très importante, on a une contrainte qui est en fait infinie. Alors il est évident que le logiciel ne va pas vous afficher de l'infini, et donc votre erreur sera d'autant plus grande de l'affichage de l'infini que votre maille sera grande. Très grande maille, vous allez avoir des valeurs assez faibles. Très petite maille, il va vous donner des contraintes de plus en plus importantes. Mais il vous donnera que ce qu'il est capable de calculer dans sa convergence, et à un moment donné, il s'arrêtera. Il est évident que le logiciel n'ira pas jusqu'à vous dire c'est l'infini à cet endroit-là. Donc en réalité, la plaque à double épaulement qui est là n'est pas une plaque à double épaulement, c'est une plaque qui contient en réalité 4 épaulements, puisque l'encastrement est un épaulement et la force ponctuelle est un épaulement. Alors là-dedans, ce qu'il est important que vous reteniez, c'est que à chaque concentrateur, ici les épaulements, vous voyez que le flux évolue. Et donc, là où c'est le plus parlant, au niveau de l'effort ponctuel, comment est-ce que la force va se répartir au sein de la section? Eh bien, elle va progressivement s'éparpiller au sein de la section, jusqu'à un moment donné où tous les flux seront parallèles les uns aux autres, normalement comme ici. Mais malheureusement, si vous allez mettre un second épaulement trop proche de ce premier épaulement qui est ici très sévère, eh bien les flux de contrainte n'ont pas eu le temps de se mettre en position parallèle, que directement ils tombent sur un second concentrateur. Et donc une seconde concentration va se réaliser, qui va s'additionner en partie avec la première. Ce ne sera pas le cas si les flux de contrainte ont eu le temps de se remettre en parallèle. Donc par ici, on a un changement de section, on a les flux qui se préparent, ça veut dire qu'ici on a concentration de contrainte, puis on a la même contrainte un peu partout, donc on est tombé dans une situation de nouveau flux normal parallèle, et puis à un moment donné, on arrive à l'encastrement où le fluide, les contraintes, vont s'éparpiller vers les différentes directions dans la section infinie. Donc faites bien attention à ça. Et ça va nous donner une bonne réponse quant à savoir où allons mettre le trou oblong, notre concentrateur qui nous intéresse, qu'on veut vérifier avec le setting. Pour cela, il faut être bien conscient d'une chose. Qu'est-ce que fait le setting? Par le setting, ils analysent des cas de traction pure ou de flexion pure. Ça signifie quoi exactement? Ça signifie que le flux dans le matériau, le flux des contraintes est régulier, qu'il soit appliqué par des charges ou qu'il soit dû à des réactions au niveau des fixations. D'accord? Donc là, ici, on a des veines qui sont bien parallèles avant de rencontrer l'obstacle. Charge répartie, c'est ça qui va assurer d'avoir une répartition équitable, évidemment, des contraintes. Et l'appui simple de l'autre côté au lieu de l'encastrement assure aussi avoir des veines parallèles de l'autre côté. Et c'est uniquement dans cette situation-là que le setting va me donner une valeur exacte de concentration à l'endroit où la concentration va se réaliser. Donc ça ne se fait que si et seulement si, uniquement dans le cas où le flux initial n'a pas été influencé par un autre concentrateur, que le flux initial était bien parallèle. Donc vous imaginez que dans le conduit, on a des flux parallèles, à un moment donné, on glisse l'obstacle dedans, et à ce moment-là, il se fait influencer. Si dès le départ, il y a des perturbations, des turbulences, etc., eh bien, le setting ne pourra pas vous dire quelle est la valeur de la contrainte à cet endroit-là. Donc il faudra toujours, en conclusion, placer le concentrateur et le calculer dans une situation où on est dans une zone de flux régulier. Si ce n'est pas le cas, vous ne pouvez pas utiliser le setting. J'espère que ça vous donnera
une réponse quant à l'endroit où vous allez mettre votre trou oblong. Vous avez compris qu'il faut donc l'éloigner le plus possible et de l'encastrement et de la force ponctuelle. Où exactement? À vous de l'analyser. Faites une analyse sans le trou oblong. Faites ensuite l'analyse en glissant le trou oblong à l'endroit où les flux sont parallèles.